Imaginez-vous ouvrir votre télé pensant regarder un épisode de Bob l'éponge et vous tombez sur cette noix de coco. Et oui, avec le succès vient le plagiat. Que ce soit Adventure Time, Bob l'éponge ou Gumball, tous ces dessins animés ont eu le droit à leur copie plus ou moins mauvaise. Alors je vous propose de découvrir les pires plagiats de vos dessins animés préférés. Le plagiat de South Park. C'est l'un des dessins animés les plus controversés. Son humour trash lui apporte de nombreuses polémiques au point de recevoir des menaces de mort. Mais ça n'empêchera pas les scénaristes de traiter n'importe quel sujet. Que ce soit détruire les célébrités ou frôler les blagues racistes, rien n'échappe à South Park. Et ça ne plaît pas toujours. La Chine par exemple a banni les épisodes critiquant son gouvernement ou se montrant Winnie l'ourson en prison. Oui, vraiment. Chaque pays possède au moins un épisode inacceptable. Mais au Koweït, c'est la série entière qui est interdite. L'humour sur les populations arabes ne plaît pas au gouvernement, mais ce qui dérange le plus, c'est la représentation de l'islam. Le problème, c'est que dans les années 2000, South Park est assez populaire dans la région du Golfe. Alors la solution sera de créer une autre version, Block 13. C'est un South Park sans gros mots, sans nudité ni offense à quelconque religion. Mais ce n'est pas pour autant que l'humour n'est pas présent. Block 13, c'est le nom du quartier dans lequel vivent les personnages principaux. 4 enfants qui sont des parfaites copies du quatuor de South Park. Que ce soit leur personnalité ou leurs vêtements, Block 13 leur ont tout pris. Stan et Kyle sont remplacés par Hamoud et Azouz. Ils n'ont pas vraiment de personnalité et sont juste là pour mettre en avant leurs deux amis. Saloum, une version de Kenny au visage caché par un kéfier. Comme dans South Park, il vit dans une famille pauvre et il lui arrive beaucoup d'accidents. Mais censure oblige, il ne meurt jamais. Enfin, pour compléter la bande, il y a Aboud, la version arabe d'Eric Cartman. Tout aussi désagréable, mais sans les gros mots. Il est addict à la nourriture et se fait souvent insulter de gros. Par contre, il ne se laisse jamais faire. Surtout avec ses amis avec qui il ne manque pas de rappeler qu'il est le chef. Ouais, il a un problème avec l'autorité. Dans les autres saisons, la bande de Kat est rejointe par Oni l'américain. Mais il n'y a pas grand chose à dire sur lui, comme beaucoup d'autres personnages. Dans l'ensemble, Block 13 se contente de reprendre les persos de South Park et de les transformés en coétiens. Par exemple, Monsieur Garrison est remplacé par Monsieur Saler, un professeur aigri qui déteste Aboud et sa bande. Mais quelques différences sont quand même à souligner. Dans South Park, Eric est fils unique, alors que dans Block 13, Aboud a une petite sœur, Farwa. En dehors de ça, Block 13 raconte vraiment pas grand chose. Au début, les épisodes avaient pour but de rire sur des sujets de société, puis c'est devenu des enchaînements de blagues sans aucun sens. On se retrouve avec un dessin animé qui essaye de faire du South Park en moins bien. Malgré tout, le dessin animé aura un énorme succès et sera diffusé partout au Moyen-Orient. Encore aujourd'hui, il accompagne les repas des Koweïtiens à chaque ramadan. Il a si bien fonctionné qu'il y a même eu des spin-offs, Katuta et Kaloub et 30th Street. D'autant plus que Block 13 marque l'histoire de l'animation. C'est la toute première série animée de la région du Golfe. Comme quoi, la censure de South Park a permis aux pays arabes de mettre un pied dans cet univers. Block 13 est le plus gros plagiat de South Park, mais il n'est pas le seul. Certains ont tenté de surfer sur son animation minimaliste et son humour sans limite, mais sans succès. Ouais, c'est pas facile d'être à la hauteur quand on plagie, mais parfois certaines copies arrivent à s'en sortir. Le plagiat d'Adventure Time. Quand on connaît pas, Adventure Time c'est juste les aventures de Finn et Jake dans un univers mignon et coloré. Une recette parfaite pour les enfants, mais pour ici, il ne représente pas la majorité du public. Au fil des épisodes, on se rend compte qu'Adventure Time propose un lore très développé. Les récits abordent des thématiques sérieuses avec des personnages ayant connu des vies plus ou moins sombres. Donc parfois on a des histoires bêtes et méchantes avec de l'action ou des épisodes parlant de responsabilité, de dépression et même de la mort. Avec tous ces thèmes, Adventure Time a su rassembler parents et enfants pour devenir le classique qu'on connaît. Alors pourquoi ne pas essayer de reproduire ce succès ? En 2015, un groupe d'animateurs chinois sort une série appelée La légende de Lucky Pie. Un projet de passionnés voulant proposer une alternative à l'animation chinoise qu'ils trouvent un peu décevante. En gros, tout le contraire d'aujourd'hui. Mais ce projet est vite pointé du doigt à cause de ses nombreuses ressemblances avec Adventure Time. Le dessin animé raconte l'histoire de Pie, une chouette enthousiaste prête à vivre n'importe quelle aventure avec Lucky, un cheval capable de se transformer en cheval. Il s'est juste mis à 4 pattes en fait. C'est le personnage sérieux du duo, même s'il reste autant immature que son ami. Ensemble, ils voyagent dans leur monde et viennent en aide aux habitants qu'ils rencontrent. Il y a parfois des histoires simples comme protéger des princesses ou des résolutions de guerre entre chiens et chats. Les personnages principaux ont même le droit à leur développement. On découvre les origines de Pie et ses pouvoirs cachés. Donc comme Adventure Time, la légende de Lucky Pie possède un lore qu'on explore au fur et à mesure. Mais avec seulement 5 épisodes de 10 minutes, c'est difficile
difficile de rester cohérent et d'alimenter l'histoire de chaque personnage. Ce qui est dommage car en vrai, il y en a des plutôt stylés. Mais même avec tous ces éléments propres, la web-série reste perçue comme une copie d'Adventure Time. Pai rappelle beaucoup Finn à cause de sa recherche constante d'aventure, sa personnalité joyeuse et le fait qu'il se batte avec différentes épées. Quant à Lucky, c'est clairement la version de Jack. Il est là pour soutenir Pai à tout moment et possède des capacités de transformation même si elles sont très limitées. Il y a aussi des personnages secondaires qui peuvent en rappeler d'autres, mais on peut l'excuser quand on sait que la barrière entre inspiration et plagiat est très fine. Par contre, pour le générique et les écrans titres, ça vient clairement d'Adventure Time. Tous ces éléments copiés sont surtout graphiques. Mais en vrai, la légende de Lucky Pai propose des histoires originales avec une très belle animation. Faut pas l'oublier, mais c'est pas fait par un studio professionnel. Une fois plongé dedans, on se détache vraiment de l'image d'Adventure Time. Beaucoup reconnaissent les similitudes à Adventure Time, mais qualifient le dessin animé d'hommage plutôt que comme une copie. Donc ouais, disons que la légende de Lucky Pai est un plagiat original, contrairement à celle de Bluey. Le plagiat de Bluey. Quand les dessins animés pour enfants ont du succès, ils rigolent pas. Et Bluey fait clairement partie des plus grands. Dès la sortie en 2018, la série bat tous les records télévisés de son pays, l'Australie. Elle s'exporte rapidement dans le monde entier et devient le programme le plus streamé de nombreuses plateformes, dépassant des séries comme Squid Game. Spécialement conçu pour un jeune public, ce dessin animé raconte le quotidien de Bluey et sa famille. Chaque épisode nous montre leurs bêtises, leurs jeux ou leurs interrogations avec à chaque fois une morale à la fin. Des leçons adaptées aux enfants, mais il y a parfois des thèmes plus matures. Certains épisodes abordent la responsabilité d'être parent avec l'éducation et la fatigue quotidienne ou des sujets plus subtils comme le deuil ou l'explication des fausses couches. C'est donc un dessin animé qui plaît aussi bien aux enfants qu'aux parents. Ils ont une totale confiance en Bluey et n'ont aucun problème à laisser les petits devant puisque la série partage des valeurs et des thèmes universels. Mais il se passerait quoi si on recopiait ce succès pour promouvoir des idées conservatrices? C'est ce qui s'est passé avec Chip Sheila, un dessin animé américain de la société Daily Wire, un média conservateur créé par Ben Shapiro et Jeremy Boring. Sur leur plateforme de streaming, ils ne diffusent que des films et séries en accord avec leurs valeurs conservatrices. Ils jugent que la pop culture actuelle est trop woke et qu'elle impose des quotas pour faire apparaître des personnages LGBT ou non blanches, ce qui a pour effet selon eux d'endoctriner les enfants vers des valeurs de gauche. C'est donc tout naturellement que sur leur plateforme, ils proposent des programmes pour enfants dont Chip Sheila. Tout comme Bluey, Chip Sheila raconte l'histoire de la famille Sheila et de leur quotidien. Dans la famille, on retrouve Chip, le personnage principal, avec sa sœur Charla et leur petit frère Chubby. Ils sont tous les trois très turbulents et sont capables de saccager entièrement leur maison. Mais heureusement, Shinny et Chum Chum, leurs parents, arrivent à les calmer avec des jeux de rôle pour qu'ils puissent en tirer des leçons. Jusque-là, rien de dérangeant. Sauf que les personnages sont plats et n'apprennent jamais de leurs erreurs. Les morales des épisodes sont parfois douteuses et pas toujours compréhensibles, contrairement à Bluey. Un thème commun des deux séries est le bazar que les enfants laissent avec leurs jouets. Là où Bluey va faire comprendre qu'il est important de ranger ses affaires soi-même car les parents peuvent être fatigués, dans Chip Sheila, la leçon est complètement différente. On nous explique qu'à force de laisser traîner nos jouets, il ne faut pas s'étonner qu'ils soient détruits par les autres. Donc en plus de justifier un mauvais comportement, on incite indirectement les enfants à se faire petits. Et c'est comme ça dans beaucoup d'épisodes. Même si les sujets traités sont similaires à ceux de Bluey, ils sont bien moins pédagogiques et très conservateurs. Les représentations des genres et de la famille sont stéréotypées, laissant aux personnages féminins très peu de place. Maybe it's just about using your judgments. Oh, but what do I know? I'm just a secretary. Puis même dans les couleurs, on reste dans le cliché. Bizarrement, le bleu représente les personnages masculins et le violet rose les personnages féminins. Tout le contraire de Bluey qui s'affranchit de ces stéréotypes. Avec sa sœur, elles ont des couleurs opposées et sont pourtant toutes les deux des filles. Tous ces éléments sont fortement critiqués par les médias, jugeant Chip Sheila de mauvaise copie jusqu'à devenir un phénomène viral. As you'll see, there are striking similarities between these copy rats and our favorite healers. Les créateurs ont essayé tant bien que mal de se détacher de cette image, mais la direction artistique du show ne laisse aucun doute. Le chara-design, les couleurs et même les décors représentent totalement l'esthétique de Bluey. La coïncidence ne peut même pas être utilisée comme argument, puisque Chip Sheila devait initialement ressembler à ça, ce qui aurait pu en faire un dessin animé original, et son seul point critiquable aurait été ses idées conservatrices. Mais même avec toutes ces polémiques, Chip Sheila possède un public attaché au dessin animé. Certains parents affirment qu'il s'agit d'un très bon divertissement pour leurs enfants qui ne risquent pas d'être contaminés par des idées de gauche. Heureusement, c'est qu'une minorité, et Bluey continue de casser tous les records dans le monde entier. Le plagiat de Gravity Falls.
Qui n'a jamais rêvé d'aller à Gravity Falls, cette ville pleine de mystères qu'on découvre avec Mabel et Dipper. Avec 3 saisons, Souvenir de Gravity Falls a su être l'un des plus grands succès des chaînes de télé Disney. Tout ça grâce aux idées d'Alex Hirsch. Il a ouvert la voie à plein d'autres œuvres similaires, que ce soit chez Disney ou leurs concurrents. Gravity Falls possède tous les éléments d'une série parfaite. Du suspense, du mystère et surtout des personnages attachants. L'histoire débute avec Mabel et Dipper envoyés chez leur oncle Stan pour l'été. Malheureusement, Gravity Falls étant une petite ville de l'Oregon, les deux jumeaux ne risquent pas de vivre leurs meilleures vacances. Enfin, jusqu'à ce que Dipper découvre que ce coin perdu cache en réalité de nombreux secrets. Un pitch simple qui laisse la porte ouverte à de nombreuses possibilités. Mais malheureusement, ça se passe aux États-Unis. Donc pourquoi ne pas essayer en Russie? Vali est un petit garçon russe envoyé chez sa tante à cause de ses mauvaises notes. Elle vit dans une campagne et forcément pour lui qui vient de la ville, c'est son pire cauchemar. Là-bas, tout le monde pense et parle différemment. Donc s'intégrer risque d'être compliqué. Voilà, c'est ça l'histoire. Il n'y a qu'un seul épisode et il a uniquement été diffusé sur YouTube. Donc est-ce qu'on peut vraiment parler d'un plagiat de Gravity Falls? Bah en fait, oui et non. Je pense qu'à la base, il devait y avoir plus d'épisodes racontant les secrets de cette petite ville. Car dans le générique, on voit Vali découvrir les secrets mystiques de la région grâce à un livre. Ce qui est déjà un énorme point commun avec Gravity Falls. Mais le pire, c'est le chara-design des personnages. On peut clairement voir Moose en arrière-plan et même Candy et Grenda. Il y a aussi ce personnage censé être le love interest de Vali. C'est la fusion parfaite entre le visage de Mabel et les cheveux de Pacifica. Quant à Vali, on peut dire qu'il se détache de Dipper, même si parfois son animation est complètement repris de lui. Mais là où j'ai du mal à dire qu'il s'agit d'un plagiat, c'est parce qu'il n'y a qu'un épisode fait par une chaîne YouTube. On se retrouve dans un cas similaire à Lucky Pie, à la différence que Vali est extrêmement nul. On passe d'une scène à l'autre sans vraiment comprendre pourquoi, puis l'animation et le doublage sont claqués. Mais je vous laisse décider en commentaire s'il s'agit d'un plagiat ou si on peut fermer les yeux. En tout cas, Alex Hirsch a lui-même réagi à cette copie de Gravity Falls et sa réaction n'a pas été positive. Ouais, parfois les plagiats peuvent déranger jusqu'à faire intervenir la justice. Le plagiat de My Little Pony. Si vous connaissez My Little Pony, c'est soit grâce aux jouets, soit au dessin animé. Il y a eu des tonnes de séries, mais la plus connue reste My Little Pony, les amis c'est magique. Elle raconte l'histoire de Twilight, une licorne s'installant à Ponyville pour y apprendre la magie avec la princesse Celestia. Là-bas, elle rencontre 5 poneys avec qui elle vit différentes aventures, nous plongeant ainsi dans l'univers d'Equestria. Si le dessin animé a aussi bien marché, c'est car elle propose une histoire prenante. Ce n'est pas juste une série qui tente de nous faire acheter des jouets, mais un vrai récit d'aventure avec son lot de drama, d'action et de mystère. La série a conquis un large public, donnant naissance à la fameuse communauté des Bronies. Ils font vivre la licence à travers des fanarts, des fanfictions et des cosplays. Mais My Little Pony n'a pas attendu ce dessin animé pour exploser. Dès 1983, les jouets deviennent très populaires. Le principe des poupées poneys pouvant être coiffées. Au fil des années, plusieurs générations se succèdent et My Little Pony devient l'une des licences la plus lucrative d'Hasbro. Vous connaissez la chanson, en 2006, une compagnie danoise décide de répliquer le succès en créant sa gamme de jouets Philly. En s'associant avec Simba Dicky Group, la marque a pu être distribuée en Asie et en Europe, lui permettant d'être un sérieux concurrent à My Little Pony. Et c'est bien connu, mais les dessins animés sont un excellent moyen pour vendre des jouets. L'entreprise sort alors Philly Funtasia en 2019. Ouais, c'est tard, mais la production a commencé en 2012, soit 2 ans après la sortie de My Little Pony. À Funtasia, il existe une école de magie. Rose, l'héroïne de l'histoire, étudie dans cet établissement et a pour but d'être parfaite dans tous les domaines. La série la suit, elle et ses amis, découvrant ce monde magique, mais dans les sous-sols de l'école vit une sombre créature, Wrangloom. Il est emprisonné dans un miroir et pour s'en échapper, il aura besoin de voler les cristaux magiques de l'école, protégés par les professeurs et les élèves. Avec ça, on se rend déjà compte de toutes les similitudes entre My Little Pony et Philly Funtasia. Les poneys hauts en couleur, une licorne étudiant la magie, une directrice en guise de mentor. Je pourrais continuer longtemps comme ça, mais je crois que le pire, c'est le fait d'utiliser les mêmes prénoms qu'Hasbro. I paid to have these specially made, and I need all 8 for Miss Twilight. C'est moi, wesh. Déjà que le plagiat était évident, je veux dire montrer ça à n'importe qui, il pensera à une version 3D de My Little Pony. Et bien sûr, Hasbro n'a pas du tout apprécié que tous leurs travaux soient repris par Philly. Dès 2007, une première plainte est posée pour plagiat de leur jouet My Little Pony. La boîte possédant Philly fut condamnée à payer une amende, mais ça ne les a pas arrêtés à en faire d'autres. Hasbro les poursuit de nouveau, mais sans succès. Les plaintes restent sans suite, puisque Simba Company fait appel à chaque fois. Mais dans cette affaire, ce qui dérange Hasbro, c'est surtout les jouets. La qualité du dessin animé étant si mauvais qu'il ne
représente aucune menace. Les intrigues restent en surface et l'univers est trop inexploité. Sans parler de la mauvaise animation 3D due aux nombreux changements de studio lors de la production. Comme quoi, malheureusement, quand on essaye de reproduire le succès d'un dessin animé, c'est jamais à la hauteur. Le plagiat d'Avatar. Avatar est sûrement l'œuvre la plus originale de Nickelodeon. Grâce à lui, les studios d'animation ont pu s'ouvrir à la Japanimation en proposant des œuvres mélangeant les genres. Aujourd'hui, Avatar est connu pour être un pilier des dessins animés pour jeunes adultes. La licence continue de vivre avec ses suites, ses adaptations et ses futurs projets en cours. Tout ça grâce à une histoire prenante contenant un univers profond et cohérent. Dès le générique, on sait immédiatement de quoi parle le dessin animé. Un conflit mondial dont l'issue repose sur un enfant, Aang, le dernier homme de sa nation. Il est le nouvel Avatar, ce qui veut dire qu'il est le seul à pouvoir maîtriser les 4 éléments de ce monde. L'eau, la terre, le feu et l'air. Avec ses amis, il se lance dans un voyage pour les maîtriser à la perfection. Et en tant que spectateur, on a pu se plonger dans cette magnifique aventure. Le dessin animé se conclut en 2008, pile l'année où l'Australie et Singapour décident de coproduire Master Raindrop. Quand le dragon doré est attaqué, il se sépare en 5 éléments. Malheureusement, pendant son absence, l'armée du feu en profite pour prendre le contrôle de force. Mais la prophétie raconte que si les 5 éléments se réunissent, ils pourront ramener la paix. Le général Boo se met alors à leur recherche pour les éliminer avant qu'il ne soit trop tard. 2 de ces éléments sont entraînés par Maître Yoon, Raindrop le héros maîtrisant l'eau et Shao Yen le bois. Ensemble, ils s'entraînent à perfectionner leur pouvoir, mais leur quotidien change quand l'armée capture Maître Yoon. Les 2 amis se mettent alors en route dans le but de le retrouver et d'arrêter le général Boo. C'est pendant leur voyage qu'ils rencontrent les autres éléments, Jin-Woo le métal, Niwa la terre et Flammeau le feu qui au début se trouvaient aux côtés des antagonistes. Mais après s'être rendu compte de la méchanceté du général, il a rejoint les héros dans leur combat. À la fin, les 5 éléments arrivent à faire revenir le dragon doré et ramènent la paix dans le monde. Je pense que j'ai même pas besoin de vous expliquer ce qui a été repris d'Avatar. La seule différence vient du fait qu'il y ait 5 éléments représentant les 5 phases du Wuxing, un concept de la cosmologie chinoise alors que l'eau, la terre, le feu et l'air viennent de la Grèce antique. Dans Avatar, c'est Aang qui maîtrise tous les éléments, alors que dans Master Raindrop, chaque personnage en représente un. À part ces différences, rien ne rend original Master Raindrop. Certains épisodes reprennent exactement le scénario d'Avatar. Et puis même, le principe d'une terre dévastée par l'armée du feu, jusqu'au retour des élus capables de ramener la paix, y a pas besoin d'un bac plus 10 pour savoir d'où ça vient. Mais là où c'est le plus flagrant, c'est avec le générique. Raindrop, water, Shaoyan, wood. Heureusement, la série n'a eu qu'une seule saison et fut diffusée dans très peu de pays. Mais rien n'échappe au public qui reconnaît toujours les copies. Le plagiat de Bob l'éponge. Personne ne m'en voudra si je dis que Bob l'éponge est l'un des plus grands dessins animés. Il rapporte à Nickelodeon une audience de plus de 50 millions de spectateurs chaque mois rien qu'aux États-Unis. Le dessin animé est présent partout et ça depuis plus de 20 ans. Le public grandit avec lui et il arrive toujours à convaincre les nouvelles générations, le plaçant au rang de série animée la plus regardée du monde. Il faudra attendre Bienvenue chez les Loud en 2016 pour le détrôner. Ce succès, il le doit à son humour absurde, ses personnages iconiques et sa flopée d'eux-mêmes. Tout ça grâce à une histoire simple, celle d'une éponge optimiste vivant à Bikini Bottom. Là-bas, il travaille au crabe croustillant et chaque épisode met en scène sa vie sous la mer et celle de nombreux habitants de la ville. Bon, j'ai pas besoin de donner plus de détails, tout le monde connaît Bob l'éponge. Mais est-ce que vous connaissez Coconut Fred? Sur une île où vit uniquement des fruits, on retrouve Fred, une noix de coco. Son caractère hyperactif et son imagination débordante finit toujours par lui causer des problèmes. À ses côtés, on retrouve ses meilleurs amis, Slip et Slide, 2 bananes complètement idiotes, Bingo, une cerise plutôt timide et peureuse, et Monsieur Greenrind, un melon aigri qui souffre souvent des bêtises de Fred. Le dessin animé ne raconte pas vraiment d'histoire, elle met juste en situation ses personnages dans des épisodes humoristiques. En 2005, il rencontre un certain succès, surtout car il dispose d'une diffusion matinale sur Kids WB aux côtés de Johnny Test et des Lunatics. En France, par contre, la série n'a jamais été diffusée. Du coup, ça a été assez difficile pour moi de voir où se trouve le plagiat de Bob l'éponge. Je veux dire, en dehors de la personnalité des personnages, c'est pas très flagrant. Coconut Fred a juste l'air d'être un énième dessin animé à l'humour absurde. Mais en creusant, on se rend compte qu'effectivement, Bob l'éponge a été copié. Certaines blagues et lignes de dialogue sont identiques et même la voix de Fred semble être faite pour ressembler à Bob.
En plus d'être mauvais, les épisodes donnent l'impression que les créateurs se sont dit « plus c'est idiot, plus les enfants aimeront ». Alors oui, Bob l'éponge a aussi des épisodes sans aucun sens, mais ça respecte un fil rouge et cache parfois des messages importants. Dans Coconut Fred, on passe de tout à rien sans raison. Et honnêtement, j'ai l'impression que Fred est bien plus énervant que Bob, ce qui est quand même un exploit. Mais si le doute sur le plagiat n'est pas permis, c'est surtout car les producteurs de Coconut Fred auraient avoué vouloir faire leur propre version de Bob l'éponge. Par contre, je pense que si cette info n'était pas sortie, personne n'aurait dit que c'était une copie de Bob l'éponge et il y aurait sûrement eu plus que 2 saisons. Son seul palmarès aujourd'hui est d'avoir fait un épisode en référence à Final Fantasy VII bien avant Gumball. Le plagiat de Gumball. Vous connaissez tous cet épisode de Gumball. Une autre famille copie complètement les Watterson. Tous leurs faits et gestes sont repris à la minute près, la seule différence est l'absence d'un personnage. Et moi, c'est quoi mon sosie? Supprimé. Quoi? Pourquoi? Au début, ils prennent ça à la rigolade, jusqu'à comprendre que leur sosie possède une émission de télé qui leur rapporte beaucoup de vues. Pour régler ça, les Watterson vont se battre, sauf que ça mène à rien. À la place, Gumball et sa famille chanteront une chanson expliquant l'importance d'avoir sa propre personnalité. Mais ça aussi, ils l'ont copié. Il ne leur reste qu'un seul moyen de se débarrasser d'eux, vivre dangereusement pour que l'autre famille se détruise. Leurs actions vont devenir de plus en plus risquées jusqu'à se retrouver dans un camion à feu à toute vitesse. C'est ce qui va leur permettre d'éliminer l'autre famille. Car si Anaïs a pu sauver les Watterson d'une chute mortelle, la famille copiée n'a pas pu échapper à ce terrible sort. Vous allez bien? Non! Bon, ils sont vivants. Cet épisode était clairement la meilleure façon de répondre à Miracle Star, un dessin animé chinois reprenant tous les codes du monde incroyable de Gumball. Dedans, on suit le quotidien de Kiki et son ami Guagua. Chaque épisode met en scène une situation souvent réglée de façon hasardeuse. Autour d'eux, on retrouve leurs parents ainsi que leurs camarades de classe. À cause de ces nombreuses critiques négatives, le dessin animé n'aura le droit qu'à 12 épisodes avant d'être annulé. Son doublage est monotone, les épisodes pas drôles et le plus important, l'animation reste à désirer. Il n'a été diffusé qu'en Chine, mais est connu mondialement pour sa ressemblance avec Gumball. Certains épisodes reprennent exactement les mêmes scénarios. L'animation est aussi copiée sans même chercher à s'en dissocier. Je veux dire, regardez, tout est repris image par image. Mais là où c'est le plus flagrant, c'est la direction artistique de Miracle Star. Un monde mélangé entre 2D et 3D. Certains décors sont complètement calqués sur Gumball et les membres de la famille de Kiki sont les sosies parfaits des Watterson. Même les personnages secondaires ont leur sosie. On peut voir Bobert, Terry, Masami, Sarah... je dois vraiment continuer? La seule différence est qu'Anaïs n'a pas de version due à l'ancienne politique de l'enfant unique chinoise. Même Guagua est présenté comme un animal de compagnie pour justifier sa présence. Mais le pire avec Miracle Star, c'est qu'il n'a même pas été créé pour proposer un dessin animé à la population chinoise, mais uniquement pour être la mascotte d'une marque de lait en poudre. L'entreprise Sanyun Food a voulu surfer sur le buzz de Gumball pour vendre plus de produits. Et quand on sait ça, la série prend une autre tournure. Il n'y a eu aucune poursuite judiciaire de la part de Cartoon Network. À la place, on a eu cet épisode qui se moque du manque de personnalité de la série et surtout une critique indirecte des produits de Sanyun Food. C'est moins bizarre que le lait de chèvre en poudre. Qui peut boire ce truc? Un astronaute intolérant au lactose. Suite à ça, les épisodes de Miracle Star sur YouTube seront supprimés et le dessin animé gardera le titre de copie de Gumball pour toujours. Mais il n'a pas été le seul à porter cette étiquette. Pinky Malinky est associé à Gumball à cause de son animation et du chara-design des personnages. En plus, l'humour absurde et la personnalité de Pinky Malinky rappellent énormément la série de Cartoon Network. Sauf qu'on ne peut pas vraiment parler de plagiat. Le dessin animé commence sa production en 2009, soit 2 ans avant la sortie de Gumball. Puis les deux créateurs de Pinky Malinky, Chris Garbutt et Ricky Asbjorn, ont travaillé sur les 2 premières saisons du monde incroyable de Gumball. Et oui, parfois la ligne entre inspiration et plagiat est très fine. Par exemple, on ne peut pas vraiment dire que Oggy et les cafards soit une copie de Tom et Jerry. Et pourtant, le principe reste le même. Et on pourrait faire ça sur plein d'autres dessins animés. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des plagiats évoqués dans cette vidéo. Pensez à laisser un like et à vous abonner, et je vous dis à la prochaine pour d'autres dessins animés.